Pour commencer, on va se présenter. Bon bah moi du coup c'est Antonin. Au départ, moi je viens de la... Ouais, ça fait un petit bout de temps, mais je viens de la post-prod. J'étais d'abord assistant monteur et monteur. J'ai fait des études, j'ai fait un BTS pour faire du montage. Et puis il y a un petit temps maintenant, je suis allé travailler chez Puzzle Video, donc je sais pas si vous connaissez, qui est un loueur de matériel. Voilà, j'ai travaillé 3 ans chez eux et là ça fait même pas un an que je suis indépendant, que je fais des tournages, des formations et que je donne des cours aussi en BTS. Voilà, donc comme disait Marina, moi j'en ai pas mal mangé des caméras RED, que ce soit pour préparer des tournages, pour tourner ou pour des soucis, aussi beaucoup. Voilà. Donc, ils ont fait un truc qui est intéressant, c'est qu'ils ont pérennisé, en fait, si vous avez encore un capteur Dragon, vous avez quelque chose qui est quasi équivalent au Dragon X. Donc en fait, les vieilles caméras, c'est-à-dire que votre caméra que vous avez pu acheter en 2013 ou en 2016, elle vaut encore le coup et pendant 5 ou 6 ans, elle va encore être dans le game vu que les caméras neuves sortent avec la même technologie. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de renouveler votre caméra, ce qui était plutôt pas mal pour les gens qui ont acheté. C'est un capteur qui date quand même de 2013, donc qui a 7 ans, et ça fait 7 ans qu'il est toujours compétitif et qui sert toujours à tourner des films. Donc ça c'est pas mal vu comment tout change. Alors, je sais pas si vous avez suivi la petite blague de la DSMC2 Dragon X. Il y a un Dragon X dedans qui était un Dragon X 5K. Red a sorti une mise à jour. Vous preniez votre petite clé USB. Non, c'est pas la clé USB, c'est sur la carte. Mais vous prenez la petite mise à jour sur la carte, vous mettez la carte dans la caméra, vous faites la mise à jour, et pouf, votre capteur 5K est devenu un capteur 6K. Voilà. Parce qu'il y avait toujours eu un capteur 6K dans la caméra et qu'il avait été simplement bridé. Voilà. Donc la Dragon X n'est plus une caméra 5K, c'est une caméra 6K. Donc ça fait beaucoup d'infos, beaucoup de possibilités, mais c'est en fait vachement important toujours de dire de quelle caméra on parle, avec quel capteur. Parce que moi, le nombre de fois que j'ai eu des gens qui m'ont dit... en plus, ils me disent c'est une Dragon, ce qui est un peu bizarre, mais passons, qui me disent juste que leur capteur est un Dragon. Si leur capteur est un Dragon, ça peut être une Epic Dragon, une Scarlett X Dragon, une Raven, une Scarlett W. Ça me permet absolument pas de savoir de quelle caméra ils parlent, ça me permet pas de savoir de quelle génération de caméra ils parlent, ni de la résolution qu'ils vont avoir, ni de la vitesse. Donc en fait, c'est absolument pas suffisant. Pareil, il y a beaucoup de caméras, on voit passer beaucoup de caméras qui sont vendues comme étant des Helium 8K. Mais Helium 8K, entre l'Epic W et la Weapon 8K, on n'a pas du tout, ou la DMC2 8K, on n'a pas la même électronique et c'est pas du tout le même prix. Et il y en a une, vous allez pouvoir faire du 60p, 60 fps en 8K et l'autre du 30. Donc il faut toujours préciser et savoir de quoi on parle. À savoir, là, ce qui nous intéresse aussi, c'est surtout pour ceux qui ont déjà utilisé leur caméra RED, quand vous faites des ralentis et que vous réduisez la résolution, qu'est-ce qui se passe? Exactement. C'est-à-dire, si vous avez des héliums tous les deux? Non. T'as une Dragon? Si tu prends une Dragon, si t'es à 6K, t'es content, Enfin, t'es content, pas toujours d'ailleurs, parce que si t'as des optiques, on verra. Si t'as les optiques cinéma, des fois, tu vas vignetter parce que tu vas avoir un cadre qui est plus grand. Mais t'es plutôt content quand même parce que t'as une faible profondeur de champ. À 5K, tu te retrouves exactement là où tu devrais être si tu faisais de la pellicule. Par contre, à 4K, tu vas être un peu croppé, et ainsi de suite. Voilà. Et ça va avoir de l'incidence, du coup, sur votre faible profondeur de champ, mais ça va aussi avoir de l'incidence sur la qualité de votre image. Vous allez le voir, par exemple, ces caméras-là, à 2K, c'est quand même pas du tout la même chose que K4 ou K5 ou K6K. Par exemple, l'hélium, c'est cool d'être à 8K en Super 35, mais quand vous êtes à 4K, vous allez avoir un crop factor très important. Et quand est-ce qu'on descend les résolutions sur les caméras? En général, c'est pour faire des ralentis, ce qui fait que quand vous allez faire des ralentis, souvent, vous allez vous retrouver avec une plus grande profondeur de champ. C'est assez important de prendre ça en considération, et par exemple, la Gemini, qui est qu'une caméra 5K, bon, elle a moins de résolution que les autres, mais par exemple, quand vous êtes en 4K, vous êtes en Super 35. Donc, vous pouvez faire du 120, c'est la seule caméra avec laquelle vous allez pouvoir faire du 120 fps en gardant une image qui va être avec exactement la profondeur de champ que vous auriez si vous étiez en pellicule. Mais ce qui m'intéressait après, c'était ça. Donc vous avez toutes ces possibilités ici de résolution. Et en fonction de la résolution dans laquelle vous êtes, vous allez pouvoir faire plus ou moins de ralenti.
Parce que ça va prendre plus ou moins de bande passante, ça va avoir un débit plus ou moins élevé. Par exemple, là, du coup, je suis en 4K, je peux faire du 120 fps. Et si vous allez à 2K, alors pareil, cette caméra, quand vous rentrez des valeurs ou quoi que ce soit sur la RAID, il n'y a pas besoin de valider, il suffit de faire back, de sortir du menu où vous êtes et ça applique automatiquement les réglages. Donc là, par exemple, je vais pouvoir monter à 240 fps. Alors, ouais, bon, on n'a pas encore trop parlé de ces histoires de compression. Donc là, le chiffre qui est à côté, en tout cas, c'est le taux de compression de votre image. Et donc là, vous voyez que vous allez pouvoir faire du 4:1 parce que la compression 4:1 en 240, ça fait un débit qui est inférieur ou égal à 300 mégabits. Mais alors, je voulais vous montrer, avant de passer à ça, je voulais vous montrer que si vous allez en widescreen, vous allez gagner un peu. Vous allez pouvoir faire du 300 fps. Honnêtement, pour tourner à 300 fps, il faut pouvoir vraiment bien éclairer et vous allez être déçu de la qualité d'image parce que vous allez être sur quelque chose qui est quand même beaucoup moins joli. Vous allez avoir beaucoup plus de bruit parce que vous utilisez beaucoup moins de pixels qui sont plus petits, donc le bruit ne va pas être caché par le nombre. Donc vous allez avoir quelque chose qui va bruiter plus facilement. Donc pour tourner en 2K, il faut beaucoup d'éclairage. Et si vous pouvez éviter, moi je vous conseille, bon après c'est chacun, moi j'aime bien jamais descendre en dessous de 3K. 3K j'ai un peu plus de résolution, c'est un peu plus joli, je peux quand même faire, je ne sais plus combien, voilà. Je peux quand même faire du 150 ou du 160, un ralenti quand même conséquent. Et je garde une image qui est à la fois une profondeur de champ qui reste pas celle d'un téléphone portable, et en plus qui bruite moins, à un ralenti assez suffisant. Chez RED, ils sont partis sur une autre idée dès le début avec la RED One. Sur la RED One, ils ont proposé 3 niveaux de compression. Maintenant, ils en proposent, on a dit, de 2 à 22, donc 20. Qu'est-ce qui se passe réellement? La caméra fait la compression sans perte, et après, dessus, applique la compression avec perte. Donc elle fait une compression sans perte limitée, parce qu'elle n'a pas les ressources matérielles possibles pour la faire aussi élevée qu'on pourrait le faire avec un vrai ordinateur. Du coup, dans la caméra, ce qu'il faut savoir, première chose qui est très importante, c'est que plus la résolution est grande, plus il y a d'informations au départ, comme ça vient de la compression spatiale, mais d'autres facteurs, plus la résolution est importante, plus l'algorithme est performant, l'algorithme de compression. Donc plus vous allez avoir une image qui est définie, plus vous allez pouvoir aller sur des taux de compression importants. Et par exemple, une image en 8K plus compressée qu'une image en 6K sera quand même plus jolie qu'une image en 6K. Si vous prenez une image en 8K en 10:1 et une image, bon, je prends des chiffres un peu aléatoires, mais en 6K en 7:1 par exemple, bah, ce sera toujours votre image en 8K, même si elle est plus compressée, qui aura un plus joli look. Plus joli look, ça ne veut rien dire ce que je dis, mais qui sera, c'est même pas un look, hein, c'est réellement, physiquement, il y aura toujours plus d'informations dans le 8K. Alors, qu'est-ce qui est à prendre en compte? Par exemple, plus la dynamique est grande, plus l'image est détaillée, plus c'est intéressant de réduire le taux de compression. Par exemple, si vous tournez, je sais pas moi, si vous tournez au travelling, vous faites un panneau dans une forêt où il y a des feuilles, plus en contre-jour, donc vous avez des zones qui sont super éclairées, ça bouge, il y a des détails qui bougent, tout ça. Là, c'est intéressant de ne pas descendre votre taux de compression, parce que c'est une compression spatiale, donc ça va gommer certains détails. Mais en gros, voilà, c'est pour vous donner une petite idée. Tout ce qui est fiction, publicité, clip, où vous voulez avoir la meilleure qualité, vous pouvez mettre en 5, en 6:1. Ça va dépendre aussi de votre... Ça, c'était un tableau pour le 6K, en gros, à peu près. Donc si vous êtes en 8K, vous pouvez compresser un peu plus, c'est pas un souci. Moi, les derniers clips que j'ai faits, je les ai faits en 7 et en 8:1. Voilà, par exemple, je me suis pas du tout... J'ai fait un court-métrage de nuit dans une forêt avec un feu et des détails machin. Là, je me suis mis... finalement, je voulais le mettre en 6:1, je me suis mis en 7:1 parce que je voulais gagner un tout petit peu de place sur mes cartes. Mais c'était ça l'ordre d'idée. Voilà. Quand vous passez au-dessus de 10:1, vous commencez à voir que votre image est un peu dégradée. Donc en général, tout ce qui est au-delà de 10:1, c'est plutôt soit pour la captation longue, vous avez vraiment besoin d'avoir
de la place sur vos cadres pour faire des longues catations, soit pour faire des ralentis. Parce qu'en fait là vous n'allez pas avoir le choix, vu que vous prenez plus d'images, la caméra va être obligée de compresser plus les images pour réussir à les faire rentrer. Un truc qui est intéressant par contre avec notre histoire de ProRes, alors vous n'allez pas pouvoir faire de ralenti très important parce que le ProRes dans la caméra est limité à 60p. Mais par contre, quand vous faites du ProRes, vous pouvez choisir indépendamment de faire du ProRes et la portion de capteur que vous allez prendre. Par exemple, vous pouvez prendre tout le capteur, faire du 5K, mais l'enregistrer en ProRes 2K. Donc ça va être la seule façon de prendre tout le capteur sans avoir sa résolution. Ce qui peut être pratique quand même des fois. Voilà. Ça peut vraiment servir. Pourquoi? Parce qu'il y a une densité de pixels plus grande ou... J'ai du mal à... Pourquoi ça peut servir? Ouais. Parce que tu veux pas tourner en RAW pour des questions de place. Après, tu pourrais faire du RAW compressé quand même. Mais donc tu ne peux pas tourner en RAW pour des questions de place et pour des questions de post-prod, par exemple. Mais t'as pas envie de te retrouver avec que les 2K sur ton capteur, donc avec le crop factor du 2K, bah, tu vas pouvoir choisir n'importe quelle taille de capteur. Donc tu vas pouvoir faire du 2K léger en ProRes avec ton capteur 5K, ton capteur 8K, par exemple sur ton Epic W ou ta DSLC de Helium, et tu seras content. Parce que c'est un... style de la RAID aussi, tu gardes... après, en plus, tu peux faire du log, du 10 bits ou du... Pas toujours 12 bits, mais du 10 bits en tout cas, garder ton log pour avoir quelque chose qui est étalonnable et qui est quand même assez joli, et tu n'as pas ce souci de crop que tu vas avoir quand tu es en haut. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il prend en 2K, il prend que la... Il prendrait que 2K physiquement sur le capteur. Bien le bonjour, je suis Forest Finbo et je viens en double qualité de chef opérateur et chef étalonneur pour vous parler de photographie numérique avec les RAID. Et donc voilà, l'enjeu c'est parler de ce pipeline, hein, ce que dans d'autres métiers on appelle le workflow, l'image pipeline 2, l'IPP2, qui est la manière moderne proposée par RAID d'exploiter les rush RAW. Et j'entends bien l'exploitation. Donc dans ce cours ici que je vais essayer de vous faire un peu condensé évidemment pour que ça tienne dans le temps qu'on a imparti, je vais essayer de décrire un peu le fonctionnement du capteur, de ce qu'il fait, en particulier le fait que le capteur ne fabrique pas d'images. Il collecte des données, ce sont des informations numériques, on est sur des caméras numériques, ces données sont collectées de la scène, écrites sur les cartes, avec plus ou moins d'intelligence. Vous avez entendu parler de compression, de ces choses-là, c'est la manière dont on écrit ces données sur les cartes, mais ce sont des données, ce n'est pas encore une image. Le pipeline, l'IPP2 ici en l'occurrence, mais on va aussi présenter l'ancien pipeline RAID, c'est le processus qui transforme ces données en une image. Et ça va être vachement important, parce qu'avec le même jeu de données, on peut produire toutes sortes d'images différentes. On reparlera de métadonnées, on reparlera de manière d'exploiter ces images-là. La méthode actuellement proposée, l'IPP2, pour aussi avoir les meilleures images possibles et un workflow productif. Ça, c'est un autre truc qui est assez important. Et la troisième et dernière, peut-être la plus importante de tous, c'est avoir une consistance entre les images qu'on essaye de concevoir au tournage, sachant, souvenez-vous que les caméras n'enregistrent pas d'images, elles enregistrent des données. Donc elles vont collecter ces données, mais de pouvoir néanmoins prévisualiser que deviennent ces données dans notre workflow, dans notre volonté artistique. Et donc là, on parle de consistance, on parle de continuité. Et ces trucs-là se font en aller-retour entre la post-production et l'équipe caméra. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui va revenir en permanence. C'est-à-dire qu'on va devoir choisir dans des listes quelque part un gamma et un gamut. Le gamut, c'est ce grand triangle. Hein, c'est où sont nos primaires. Qu'est-ce qu'on a décidé qui était notre primaire de rouge, celle de vert, celle de bleu. Et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, à l'intérieur de ce triangle, inscrits à l'intérieur de ce triangle-là, sont reproductibles avec notre système. Les couleurs en dehors du triangle ne sont pas reproductibles. Il faudrait pour les reproduire de la lumière négative. Et la lumière, vous savez, elle commence à 0. Et elle peut monter. On ne peut pas avoir de lumière négative, ça n'existe pas une lumière négative. Donc ce sont des couleurs, on dit qu'elles sont hors gamut. Typiquement hors gamut d'affichage. On a pu les collecter à la caméra, pourquoi pas, mais on ne peut pas les afficher. Donc il va falloir trouver une recette. La même chose vaut pour les luminances. La vraie vie, vous savez, les luminances font bien ce qu'elles veulent. Hein, des fois c'est très brillant, des fois c'est très sombre. On peut collecter beaucoup de données, nos caméras, énormément. Hein, on parle 15 diaph de dynamique à peu près maintenant sur ces modèles-là. Entre 14 et 18 selon combien on accepte de bruit. 16, 12, etc. Bref. Elles ont toutes passé en tout cas les 12 diaph de dynamique, largement. Le vrai problème, c'est que nos écrans, eux, ils n'ont pas dépassé les 6 diaph de dynamique. Les écrans normaux en tout cas. Le Rec 709, il est gravé, je ne sais pas si on arrive à lire la gravure, verticalement, l'axe des Y, il va de 0 à 100.
On appelle ça souvent le 100% en vidéo. C'est le blanc le plus blanc que peut faire un écran. Alors cette RED, elle monte à 2000%. Qu'est-ce qu'on fait entre 100% et 1900% plus haut, hein, le 2000% que le capteur peut enregistrer? Il va falloir qu'on en fasse quelque chose. Ou on le jette, peu importe. Et ça va se faire justement par le biais de manipulation d'espaces de couleurs. Et l'algorithme qu'on va choisir pour faire cette réduction, passer de 2000 à 100, c'est une réduction. Cette réduction-là va nous changer totalement la sortie. C'est que des maths sous le capot, et on le fait pour une seule unique raison, c'est pour l'artistique. On le fait parce que ça va être plus ou moins beau, ça correspondra à ce qu'on veut comme type d'image. Donc qu'est-ce qu'a fait Red? De manière finalement assez logique quand ils pensent. Ils ont pris ça en compte, hein, se rendre bien compte que du coup, bah oui, cette histoire de métadonnées, d'image finale, finalisée dès le tournage, mais avec une recette très vidéo, hein, donc difficilement réversible, c'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne méthode parce que les gens dans l'industrie en veulent pas, ils en ont jamais voulu en réalité. Et donc ils ont inventé une nouvelle méthode qui s'appelle l'IPP2, qui consiste à prendre les rush raw et en faire du log avec des transformés mathématiques. C'est exactement ce que faisait le log Cinéon dans les années 80 ou 90. C'est finalement exactement la même méthodologie. Et ils ont quand même rajouté quelques petites métadonnées. Deux petites métadonnées. Hein, le contraste et l'épaule de courbe, le roll-off sur les hautes lumières. Donc pour quand même garder un petit peu cet esprit de le chef-op peut rentrer les métadonnées. C'était sympa quand même cette histoire de métadonnées. On s'en rend pas forcément compte quand on est vraiment dans le cinéma, mais pour les clips, moi j'adorais ça. Vraiment, je kiffais ces caméras où tu peux défoncer l'image. Tu as un éditeur de courbe carrément, tu peux faire en tactile sur les écrans. Et quand on fait ça avec le réal à côté, on peut vraiment amener l'image où on veut, visuellement, être très créatif, être barge. Et tout ça, ça reste que les métadonnées. Donc on ne fait pas de conneries en plus. Donc ça avait un côté qui était assez sympathique, qui va bien pour le clip. Hein, sans trop de surprise, les RED sont peut-être les caméras les plus populaires dans le monde du clip. Ce côté liberté, ce côté un peu barge, c'était un atout. Dans le monde du cinéma, où la continuité est vachement importante, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui collaborent dessus aussi. Hein, le fait que le rush, il sort du tournage, évidemment. Le premier truc qui est fait, c'est le préétalonnage, et des listes qui arrivent. Ça y est, il commence à avoir le look du film. Ensuite, il y a beaucoup d'allers-retours, les VFX, le montage, toutes les différentes épreuves, la version pour le cinéma, la version pour la télévision, la version pour le web, etc. Il y a tellement de différents collaborateurs qui bossent dessus que la continuité, c'est quelque chose de clé. C'est absolument mauvais si d'une version à l'autre, le film il a changé. Il ne devrait pas changer. Parce que la continuité, c'est avant tout l'intention artistique de la direction de la photographie. Ce qu'il a décidé. Est-ce que mon rush il est dur, il est doux, est-ce qu'il est contrasté, est-ce qu'il est voilà, chaud, froid, toute une infinité de choses. Accrochez-vous, c'est là où ça va faire bizarre. Du coup, quand on tourne la nuit, on tourne avec quel ISO? On descend. Il est au courant. Alors, je vais vous montrer ça de suite. Ce qui se passe ici, si je veux maximiser mon signal dans les basses lumières, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser l'ISO. C'est un travail en deux temps. Dans un premier temps, je baisse l'ISO, on va se mettre à 250, et dans un second temps, je vais ouvrir le diaph d'exactement la même quantité. Alors ce qu'on a fait ici, vous voyez que mon positif est redevenu le même, okay, mais mon ISO n'est pas le même. C'est parce que j'ai enlevé de la lumière visuellement sur mon traitement de tirage, okay, mon traitement de post-production, j'ai enlevé de la lumière, je l'ai rendu plus sombre. Pour compenser ça, j'ai surexposé le capteur. On dit ici qu'on surexpose notre négatif. On peut le faire à la cellule avec de la pellicule. Voilà. Ici, alors ça vous le verrez plus en détail demain, mais là, ici, la caméra vous gronde. Là, tu sais que tu fais une connerie. Et en fait, si on le voit, si maintenant j'active le mode log, il n'y a rien en haut en fait. Tout est cramé. On a complètement perdu les hautes lumières. En baissant l'ISO, vous perdez les hautes lumières. Mais ce qu'on a perdu en haut, on l'a gagné en bas. Hein, toutes les ombres sont très très bien décrites. On a énormément de signal qui est rentré sur ce capteur. De fait, c'est ce qu'on a fait, on a ouvert le diaph. On a donné plus de signal au capteur. Donc on a des ombres qui sont maintenant absolument pas du tout bruitées. Elles sont riches en informations et donc ça nous fait des belles nuits. Si on veut faire des jours... Là, on est quand même pas dans la nuit, tu vois. Enfin, non, mais d'ailleurs, ici c'est... C'était une source. Est-ce que là, on partirait à 800 ou à 200 là-dessus? Certainement pas 200, parce que... Enfin, pas si tu veux récupérer ce truc-là, en tout cas. Admettons, il n'y a pas le backlight. S'il n'y a pas cette fausse fenêtre, probablement ça peut être très beau à 250. Si tu aimes bien l'image très lisse, c'est qu'il n'y a pas de bruit. Ouais, ouais. Note que ça, c'est aussi quelque chose qui est très discutable. Il y a des gens qui détestent le grain, d'autres personnes qui, au contraire, détestent quand l'image est trop lisse, c'est trop pur. Moi, je fais partie des gens qui aiment quand c'est un peu gras. Si c'est un peu crasseux, je la trouve plus riche, l'image. Alors, pas forcément le bruit vidéo d'une Sony FS7, machin chose. Hein. Ça, certainement pas. Mais sur ces capteurs-là, les RED, les Alexa, les Sony Venice, il y a des capteurs qui ont un très beau grain, en fait, et donc qui est très acceptable. Voilà.
Et il y a beaucoup de chefs-op qui posent volontairement la RAID à 1100 ASA. Donc le fait de la poser légèrement sous-exposée, ça t'oblige à devoir justement tirer un peu plus clair. C'est ça, poser à 1000 ASA, c'est tirer plus clair. Poser à 250 ASA, c'est tirer plus sombre. Donc regarde, si je fais la même opération ici, ok, donc je vais repasser par mon 800 et je vais aller à 1600. Donc à 1600, il faut maintenant que je sous-expose l'indiaf. Okay, on était à T8, je suis passé à T11. Note qu'on a toujours le même positif. Hein, on est revenu, on a le même gris moyen, on a toujours la même scène devant nous. Sauf que cette fois-ci, dans les hautes lumières, tout a été conservé. De fait, j'ai fermé le diaph. J'aurais pu mettre du filtre, peu importe. Hein, j'ai enlevé de la quantité de lumière qui tombait sur ce capteur. Ça, c'est un très bon réglage pour un extérieur jour en pleine neige. Tu sais, quand toute la dynamique, elle est loin au-dessus du gris moyen. Là, tu gardes ton ciel, tu gardes la petite percée de lumière qui traverse le nuage. Parce que si maintenant on regarde le log, vous allez voir que le log lui-même, il est massivement sous-exposé. Il est de facto sous-exposé. J'ai sous-exposé. Donc YouTube qui dit qu'il faut tout le temps surexposer les logs, ça c'est la première des conneries qu'il faut désapprendre. Ça c'est évident, ça c'est une grosse connerie. Donc si d'ailleurs on regarde la profondeur de champ, on devrait voir du fait que j'ai ouvert ou fermé le diaph, c'est comme ça que j'ai fait mon exposition. Pour bien faire, il aurait fallu le faire avec des filtres. C'est des entiers, moins les filtres, et on n'aurait pas eu de perturbation de la profondeur de champ. Ce que maintenant, moi, je veux voir, c'est ma capacité ici à récupérer ces hautes lumières. On a des tonnes de manières de récupérer ça, mais moi, je vais prendre juste la manière peut-être la plus primitive. Ce sera d'utiliser les highlights qui sont ici. Okay, ça, c'est un outil de récupération de haute lumière. On va voir combien est-ce qu'on peut en récupérer dedans. Le truc, c'est que pour pouvoir accéder à ça, il faut que je sorte de mon Rec 709. Notez que les rushs, ils sont ici tous débayorisés en Rec 709, Rec 709. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, le premier truc que je vais faire dans Resolve, on va aller dans Color Management, Caméra Raw, pardon, et je vais déclarer que pour tous les rush RAID, au lieu de les débayoriser avec les métadonnées caméra, je vais régler pour le projet, on va se mettre en IPP2, on va tout débayoriser en log3G10, si j'arrive à te trouver, Red Weight Gamut RGB. Tiens, tu notes que le 3G12 fait partie de la liste? C'est un peu le seul endroit où tu le vois, c'est dans Resolve. Il a disparu de tous les autres outils. Tu pouvais le voir dans la cam, je sais plus comment. Ah, le 3G12, il faisait partie de la liste quand même? Quand tu rentres dans l'IPP1, dans les DSMC2, je crois qu'il y est. Alors qu'il n'y est pas dans les celles d'avant. Bon, il est pour dans 10 ans. On n'a pas de courbe de toute façon à la caméra, donc on n'a pas besoin de se battre avec ça. On va juste quand même importer certaines métadonnées de la caméra, notamment l'ISO et l'exposition, et peut-être la température de couleur aussi, et la teinte. Okay. Donc là, ce que je fais, c'est que je lui demande en fait de tout débayoriser mes rushs qui sont, souvenez-vous, en exponentiel, hein, la lumière de la scène. Je les transforme en log 3G10, Red Weight Gamut RGB, mais on va quand même importer ces métadonnées-là. L'ISO, parce qu'on a fait des changements d'ISO, et la balance des blancs, parce qu'on a aussi fait un changement de balance des blancs. Voilà. Donc ce qu'on a maintenant, du coup, c'est des rushs qui sont... celui-là, je vais le remettre en projet. Voilà. Okay. Donc on a ici en substance 3 logs. Et on va devoir s'occuper maintenant de transformer ça et de les afficher en Rec 709. Donc je vais le faire d'une manière... Je ne sais pas si vous connaissez tous Resolve, peut-être pas. Bon, alors je vais le faire ici dans un seul node graph, comme ça vous pouvez bien voir les deux opérations séparées. Je pense que c'était pas... Enfin, tu comptais le mettre sur la timeline? Ouais, c'est ça. Pour le... C'est assez clair. Non, mais comme ça, je pourrais les désactiver, je les copierai après de l'un à l'autre. Okay, donc l'IPP2, deux choses super importantes. Vous avez l'artistique et vous avez les mathématiques. Donc notre transformation mathématique, je vais la poser de suite, mais je vais la poser à la fin. Notez la subtilité. Hein. Je la pose de suite, mais à la fin de la chaîne. Donc c'est pour ça que j'ai créé deux nodes ici. Et avec le logiciel, on peut cacher ces trucs-là et les mettre derrière pour pas que ça soit un truc à copier-coller. Mais là, ici, pour garder les choses claires, je vais aller chercher la lutte, IPP2, hop, et on va prendre la donc Red Weight Gamut Log 3G10 vers Rec 709. Et on va prendre celle qui est avec un contraste médium et un médium roll-off pour les hautes lumières. C'est celle qui est la plus utilisée dans l'industrie. Alors, maintenant je vais prendre ces deux rushs ici, hop, je vais copier le look. On se retrouve dans la situation qu'on avait à peu près tout à l'heure. En tout cas, visuellement, hop, j'ai toujours mes 3 positifs, parce que j'ai remis les maths que j'avais enlevés dans le logiciel. Le gros avantage que j'ai maintenant, c'est que maintenant je travaille à cet endroit-là. Notez, si j'appuie sur la baguette magique, là, je peux casser la chaîne. Donc là, il arrête de calculer à cette node-là, et tout ce qui est derrière, il ne le calcule pas. Donc on voit bien qu'on est en train de travailler sur le log. Et ça, c'est extrêmement précieux, parce que maintenant, du coup, on va pouvoir faire des ajustements sur ce log, et voir comment est-ce qu'il réagit. Donc sur mon rush à 800 ASA, ça tenait tout juste, hein, si je me souviens bien. Je vais maintenant avoir des ajustements qui sont de l'ordre de l'esthétique.
de l'artistique ici. Un de ces ajustements-là, ça serait d'essayer de donner un peu de sens à ce grand carré blanc qui est derrière ici. Alors je pourrais le faire par exemple en baissant un peu les highlights, et on voit ici qu'on a beaucoup de lumière hein, qui maintenant devient... voilà, on a une bonne description. On l'a rendu plus sombre hein, en baissant les highlights. J'ai rendu plus sombre ces hautes lumières, elles étaient trop hautes, mais ça se passe bien. Et comme c'est, voilà, dans Resolve, on a ça légèrement assombri le visage. Hein. L'idée c'est qu'il fallait faire un peu de place quand même pour ces hautes lumières ici, mais donc elles sont venues, elles sont rentrées. Alors on va pouvoir maintenant voir comment ça se comporte avec le rush qui tournait à 3200 ASA. Ça se comporte super bien, voilà, sans trop de surprises. Hein, là ici on a vraiment, si je le mets sur celui-là ici, voilà. Ça c'est mon ajustement artistique. Maintenant si vous regardez bien la texture, est-ce que vous sentez ici que... Ouh, son ordinateur est en galère quand même. Est-ce que vous sentez que la texture est un peu bruitée en vidéoprojection? En bas surtout. Voilà. Donc probablement le plan à 800 ASA, il arrivait à encaisser et on a beaucoup moins de bruit. Donc encore une fois, hein, dans la vaste majorité des cas, en réalité le 800 ASA est le plus approprié. Et maintenant on va évidemment passer sur notre troisième plan, celui qui est shooté à 200 ASA. Et je vais copier le réglage. Et donc on voit ici que, si je désactive active, on a la même diminution sur les gris moyens, mais on n'a pas d'entrée d'information sur les hautes lumières. Elles étaient perdues dès le tournage. Le capteur était cramé et saturé. Donc ici, vous voyez bien que pour cette séquence ici, ça n'avait pas de sens de tourner à 200 ASA puisqu'on avait un projo à contre dans le champ, quoi. Celui qui a fait une connerie, c'est le chef-op. Hein. Il n'y avait pas à foutre un projo dans le champ. Voilà. Sauf que des fois, c'est pas un projo, des fois c'est une fenêtre. Et donc, on peut regarder le log en disant « Ouais, c'est bon, ça va, 800 ASA, ça encaisse. » Et en fait, tu as toujours un problème de lumière. Il n'est pas pour ta caméra, ton capteur l'encaisse, c'est ton écran qui ne peut pas le reproduire. Mais avoue que ça reste un problème quand même. Ça vous paraît cohérent? Après, sur les lumières, tu as le dimmer. Oui, et sur une fenêtre, on peut mettre du scrim, ce genre de choses-là. Il y a des toiles qui sont assez fines pour pas se voir à la caméra. On la met en travers du truc, ça enlève la lumière et ça se passe bien du coup. Voilà. Et ça donne toujours un meilleur résultat. Et à chaque fois que tu essayes de faire, tu sais, genre tu peux te dire ici, bon, les ombres elles sont peut-être un peu contrastes, ok? Donc je vais pouvoir venir ici et peut-être on va justement remplir un petit peu, mettre un peu de lumière dans les ombres ici. Et donc là on arrive à avoir un visage maintenant qui est assez bien décrit dans les ombres. On peut, hein, parce qu'il y a plein de matière dans ce rush, et en particulièrement celui-là, parce qu'il est posé à 200 ASA, donc on peut très bien le remplir. Mais si on avait essayé la même chose au tournage, c'est ramener un petit réflecteur blanc et le mettre devant, ça aurait été plus beau. À chaque fois, tout ce que tu essayes de faire en post-prod est moins beau que si tu l'avais fait au tournage. Et ça, vraiment, croyez-moi, hein, méfiez-vous du truc, on pourra le faire en post-prod. Je sais que j'enfonce une porte ouverte, tout le monde le dit, tout le monde le fait, mais ça se vérifie. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Ok, après on a notre petit shutter. Je ne sais pas comment ils sont réglés chez vous, si c'est en shutter speed ou en shutter angle. Oui, dans speed. Angle aussi. Angle et speed. Alors, pour faire simple sur le shutter angle, vous voyez à peu près comment ça marche ou pas? Shutter angle, ok. Bon, pour faire simple, si vous êtes à 180 degrés, ça double votre framerate, exactement, c'était ça le terme que je cherchais. Ça double votre framerate. Donc là, moi je suis à 180 degrés, ça veut dire que je vais avoir un shutter speed de 1 centième. Si je, sans changer mon shutter angle, si je passe à 25, comme je suis à 180 degrés, ça va doubler mon shutter speed. Donc, hop, comme on le voit, je suis à 50. Je vais vous montrer comment vous pouvez changer après, choisir si vous voulez être en shutter speed ou en shutter angle. Dans la caméra, elle peut afficher l'un ou l'autre. Et de toute façon, dès que vous cliquez dessus, elle vous affiche l'autre en dessous. Voilà. Donc, à chaque fois, vous avez le correspondant si nécessaire. La balance des blancs, pareil, vous avez toutes les balances des blancs possibles. Vous pouvez éditer votre liste aussi. Vous pouvez aller dans Advanced, la rentrer au 10 près. Ok, bon, je vais revenir sur un truc... Non, au 1 près même en fait, c'est ça. Voilà, par exemple, si vous voulez. Et vous pouvez mettre une dérive de teinte, magenta ou green pour corriger. Alors, il y a des... je vais remettre quelque chose de... Hop. Tout ça, c'est métadonnées. Ouais, tout ça, c'est métadonnées. Souvent, l'hélium a tendance à tirer vers un peu les magentas, l'hélium plutôt vers les verts. Donc, il y a souvent, selon les gens, qui font des compensations. Souvent, on met un, je sais plus si c'est un plus 5 ou un moins 5, du coup, pas dire de conneries, je vais voir dans quel sens c'est. Hop.
Bon, je vais faire un truc un peu violent. Ouais, donc souvent sur l'hélium, on va mettre un -5 ou un -10. Et inversement, souvent sur la Gemini, on va plutôt se mettre un petit 5. Bon, après, ça dépend un peu de comment vous travaillez, ça dépend aussi de la lutte que vous avez affichée, bon, ça dépend de plein de choses, mais sachez-le, en général, ouais. En gros, la Gemini a tendance à aller vers les oranges et l'hélium vers les verts. Ok, les guides. C'est ce qui nous intéressait. Tu peux mettre 3 guides. Tu peux mettre 3 guides. Tu peux mettre des guides prédéfinis. Il y en a plein. 4 tiers, 16 neuvième, un 85e, un 9, 2 41. Tu peux faire les guides que tu veux, au pixel près, en termes de taille. Hop. Et tu peux, voilà. Ça c'est un truc aussi, vérifier sur vos guides que vous êtes bien à 100%, parce que vous pouvez appliquer un guide, mais le mettre à 95%, donc il va être par exemple un peu plus serré que ce que vous voulez, ou l'inverse. Donc si vous voulez que ce soit vraiment le guide tel quel, bah, après ça peut être une sécurité, hein, si vous voulez. Par exemple hier quand tu avais mis, quand tu avais l'objectif qui... Bah, je l'ai toujours, c'est lui. Qui vignettait, voilà. C'est lui. Là tu peux te mettre d'ailleurs un scale plus bas. Et... Alors, du coup vous ne voyez pas trop, mais là c'est le cas. Voilà. Donc dans les coins, je vignette. Mais je peux te dire, ouais, je mets pas le scale à 100% parce que je sais que je vais... Je vais cropper un peu. Voilà. Par exemple, là, tu vois, ça passerait presque. Et du coup, tu peux te mettre... Attends, on va revenir sur un 89, qui serait plus logique pour le ciné. Et on va se mettre un petit 90. 90%, c'est un petit peu excessif, hein, quand même. Voilà, disons. Mais tu enregistres quand même tout. Ah, t'enregistres toute ton image, c'est un guide. Ouais, c'est un guide, ouais. Mais t'enregistres quand même tout, donc tu montes potentiellement. Oui, mais c'est genre après. Non, mais après, tu peux faire un 80, tu peux faire un zoom en conséquence. Mais là, par exemple, là, je vais pouvoir me mettre. Hop. Alors, moi, j'aime pas le bracket. Donc, vous pouvez choisir si vous voulez que le trait soit en dur, en pointillé, ou en machin. Bon, on va se mettre. Voilà. On peut se mettre vous pouvez choisir la couleur, hein. Plein de jolies couleurs possibles. Vous pouvez choisir l'opacité. Moi, je le veux à 100% parce que j'ai pas envie qu'il soit pas opaque. Voilà. Vous avez vu le petit truc qui est coché en bas qui dit Relative to Frame Guide. C'est-à-dire que si je change le format, le guide va s'adapter. Si je... Parce que là, regarde, il sort, tu vois. Il sort, par contre, si je le mets à l'intérieur, il s'est mis dedans. Hop. Là, je suis sur toute mon image. Et là, il va être que dans la portion d'image que j'ai déjà choisie dans le guide d'avant. Voilà. Donc là, imaginons, je sais que je vais arriver sur DaVinci, je vais faire mon petit zoom en conséquence. Et après, si je veux passer de mon 1.9 à mon 1.40, c'est mon 2.40. J'ai déjà le truc affiché. Ah, et vous pouvez vous en mettre encore un si vous avez envie. Genre pour un format carré. Voilà, il est dedans. Hop, on va se le mettre en solide et on va se le mettre en vert. On va se le mettre à 100%. Boum. Ils ont des noms, c'est pas guide 1, 2, 3, c'est frame, action, ouais. director, ok. Et là, pareil, relatif, mais au master. Enfin, il est toujours relatif au premier par contre. C'est pour ça que c'est ce que vous voyez là, il n'est pas relatif au deuxième. Sinon il serait dedans. Et donc là, il est relatif au premier. Alors qu'est-ce que c'est les OLPF? C'est des filtres pour améliorer comment réagit votre caméra en fonction du type de shooting que vous faites, pour faire simple. C'est des filtres passe-bas, hein, déjà pour commencer, mais pas que. Vous allez en avoir 4, le standard, qui est fourni normalement avec la caméra de base. S'il n'est pas dans la caméra, c'est pas grave. Vous pouvez tourner quand même sans un filtre LPF. C'est pas conseillé, mais ça se fait. Si pour X ou X raison, il n'y en a pas, l'emplacement est vide, c'est pas grave, la caméra elle peut tourner quand même. Okay. Normalement, il y a un standard tout le temps, dedans. Vous allez en avoir 3 autres qui vont être le Highlight Skin Tone, donc qui va être pour les highlights et pour les peaux, clairement. Le Low Light, pour les situations de basse luminosité. Et le H2O, si vous voulez tourner dans l'eau, qui va compenser votre perte de rouge. Voilà. Plein de tournages se font juste avec le standard. Le standard, c'est très bien.
Mais si vous les avez, ça peut aider. Notamment dans tous les sens. Sur les pots, c'est plus doux. En low light, vous allez avoir peut-être un peu moins de bruit. Ouais, ça marche assez bien quand même. Voilà. Vous pouvez demander... Alors, ça dépend des loueurs. En général, la caméra est fournie avec le standard, mais vous pouvez demander au loueur de vous en fournir un ou d'en fournir plusieurs. Est-ce qu'il le facture ou est-ce qu'il le facture pas? Ça, c'est à la discrétion du loueur. Ça vaut un peu d'argent, donc ils peuvent vous le facturer. Ça coûte 600 balles, je crois, normalement. Ah oui. Quel est le problème? Je vais vous mettre un petit guide pour que vous vous rendez compte. Ok, hop, un frame guide. Surface, bon, ça de fat. Bon, ok. On s'en fout. Mais voilà ce qui se passe. Votre image que vous allez utiliser, c'est que ça, c'est la taille du cinémascope au cinéma depuis toujours. C'est du 2,40. Là, votre image, elle fait pas du tout 2,40 en termes de ratio. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir recropper dans mon image pour conserver juste la portion que je veux. Au passage, vous remarquerez que les anamorphiques, ils déforment beaucoup dans les... Surtout, c'est une optique... c'est court, hein, 40 mm pour l'anamorphique. Donc du coup, vous remarquerez que ce que j'ai dans mon rectangle, c'est quand même moins déformé que mes bords. Voilà. Ouais. Donc potentiellement tu pourrais garder ça. Alors, si tu veux moins de déformation. Tu pourrais faire ça, mais tu perds un peu ton anamorphique aussi, enfin le style peut-être. c'est pas comme ça qu'on va travailler. Ça, c'est pas une bonne idée parce que tu enregistres une image qui est pas l'image que tu veux, il va falloir venir recropper dedans, machin. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça ma question. Pourquoi on a une image qui est trop grande? Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout mon capteur. Et mon capteur, son ratio de départ, c'est le DCI, c'est 1,9. Donc j'ai multiplié 1,9 par 2. Du coup, je me retrouve avec une image qui a un ratio de 3,8. C'est-à-dire, ma base, elle fait 3,8 fois ma hauteur. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est une base qui fait 2,4 fois notre hauteur. Du coup, on va venir prendre une portion de notre capteur. On va aller dans... Hop, là, au lieu de faire ça, je vais annuler ça. On va aller dans Anamorphique ici. Et on va aller voir ce que la caméra nous propose. On va choisir quel est le ratio, le format anamorphique, 2, 1,3, 1,25. Il existe aussi 1,5 et 1,8. Bon, passons. Vous allez plutôt trouver, avec ces caméras-là, la plupart du temps, ça va être 2, pour faire simple. Et du coup, je vais pouvoir lui dire de me faire du 5K 6,5. On va voir ce que ça veut dire. Et si je fais ça, cette fois, c'est fou, mais j'ai tout de suite le morceau. Je t'en mets un petit peu d'écran. Désolé. C'est Top. Oui, c'est ça.